Renforcement de la coopération entre les pays membres, c'est sous ce thème qu'ont ouvert les travaux de la 3e session ordinaire de la conférence au sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente ce matin au Palais du Congrès. Les épreuves écrites des examens du baccalauréat ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Ouverture ce matin de la 3e session ordinaire de la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente sous le thème pour un renforcement de la coopération entre les pays membres. Une rencontre de haut niveau avec la participation de 5 chefs d'État. Issoufou Mahamadou passe le témoin à Fort Nyassimbe pour la présidence du Conseil. Le compte-rendu de Ousmane Sidikou et Sadoutoumi. Niamey, capitale de l'intégration sous-régionale au sein de autres hostes de leur présence. La 3e session ordinaire de la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente, une institution de proximité, d'ailleurs l'une des premières organisations de l'espace. À partir des orientations de la conférence des chefs d'État, brillamment présidée par son Excellence le président Issoufou Mahamadou, sous la direction du Conseil des ministres et avec l'appui du comité des experts, nous avons progressivement cerné ces problématiques. Des propositions de mécanismes de gouvernance politique, sécuritaire et économique vous sont faites à ce sommet, conjuguées avec celles des autres organisations sous-régionales que sont la CEDEAO et l'UEMOA. Elles permettront de relever au fur et à mesure ces défis. Des assises opportunes, car permettant de tabler davantage pour une synergie entre pays pour combattre le terrorisme. Face au terrorisme, nous n'avons d'autre choix que la mutualisation de nos forces et de nos moyens de défense et de renseignement. La stabilité de notre sous-région passe par la stabilité de tous les pays voisins. Dans ce sens, nous devons œuvrer pour le renforcement du mandat et des effectifs de la MINUSMA en vue de mener des offensives contre les forces terroristes de tout genre opérant au Nord Mali. À défaut, pour combattre efficacement le terrorisme dans ce pays frère, nous devons mettre en place une force mixte multinationale sur le modèle de celle qui opère dans le bassin du lac Tchad. Abstraction faite de l'appréciation positive des capacités de l'actuel secrétariat exécutif. C'est aussi un passage de témoin réussi, de cette conscience de la grandeur des nouvelles responsabilités. Bien qu'étant élu, je suis plutôt confiant parce que je sais que mon prédécesseur, le président sortant, le président Issoufou, sera à mes côtés, que le doyen, le président Alassane Ouattara, à qui je retrouve le titre, sera également à mes côtés, que nos 2 jeunes frères, le président Patrice Talon à ma gauche et mon proche voisin, mon autre voisin, le président Marc-Christian Kabouré, et bientôt, je l'espère, le président Ibrahim Boubacar Keïta, tout cela m'aideront à m'acquitter de la lourde et délicate mission qui m'a été confiée. Le Conseil de l'Entente, jusqu'à preuve du contraire de par son histoire, reste et demeure ce cadre privilégié de concertation entre pays membres. Le point d'ordre de cette 3e session ordinaire a été la signature d'un mémorandum d'entente ACP et Conseil de l'Entente. En marge des assises de cette 3e session ordinaire du Conseil de l'Entente, les chefs d'État présents à la rencontre ont tenu à adresser une motion de compassion et de soutien aux pays de l'espace victimes d'attentats, une solidarité agissante pour afficher leur désapprobation des violences perpétrées dans cet espace commun. Retrouvons Ousmane Sidikou et Sadoutoumi. Les États membres du Conseil de l'Entente en ont pleinement conscience que nombreux sont les défis auxquels ils font face. Le défi sécuritaire, dénominateur commun à tous ces États,
qui ayant chacun payé le lourd tribut de l'hydre à 1000 têtes que constitue le terrorisme à travers des attentats meurtriers de cœur et d'esprit. D'où cette motion de compassion et de soutien. La conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente, réunie à Niamey le 11 juillet 2016, condamne les attaques terroristes perpétrées le 20 novembre 2015 à Bamako au Mali, le 15 janvier 2016 à Ouagadougou au Burkina, le 13 mars 2016 à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire et les 13 et 27 juin 2016 à Bosso au Niger. La conférence des chefs d'État et de gouvernement exprime sa compassion au gouvernement et au peuple frère du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Niger et présente ses condoléances aux familles des victimes. La conférence exprime sa solidarité aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre les terroristes. La conférence exhorte les États de la sous-région à mutualiser leurs efforts, notamment à renforcer la coopération inter-États dans la lutte contre le terrorisme. N'ayant pas de visage, encore moins de frontières, le terrorisme élargit ses tentacules. Les chefs d'État affichent ainsi leur détermination à mener une lutte sans merci contre cette secte qui, au passage, sème terreur et désolation. Une journée marathon pour les chefs d'État présents à cette troisième session ordinaire de la conférence au sommet du chef d'État du Conseil de l'Entente, car leur aura permis d'aborder et d'évacuer les points inscrits à l'agenda officiel des travaux. Des conclusions en sont issues et elles sont lues ici par le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération, Ibrahim Yakuba. S'agissant de Boko Haram dans l'environnement proche de l'espace Entente, la conférence se réjouit des résultats très encourageants de la stratégie régionale de lutte contre cette secte mise en œuvre par les forces de défense et de sécurité du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin. Sur le front malien, en dépit de la violation répétitive de l'accord de paix signé il y a un an, les efforts soutenus du gouvernement malien avec le soutien des pays de la sous-région, de l'Union africaine et de la communauté internationale permettent d'espérer une normalisation progressive et durable de la situation dans le nord de ces pays frères. Les chefs d'État ont apprécié l'organisation réussie en avril 2016 à Paris de la conférence internationale sur le climat qui augure des perspectives de développement d'énergie renouvelable en Afrique. L'organisation le 15 octobre 2016 à Lomé du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique constitue pour les chefs d'État un événement majeur dont les conclusions permettront de renforcer la sécurité maritime de l'espace Entente. Le Conseil de l'Entente constitue aujourd'hui une zone d'état de droit, de démocratie avérée, de croissance économique et de paix appréciable. Au fin de renforcer cette dynamique démocratique et économique, la conférence des chefs d'État a pris les décisions suivantes. 1. L'adoption de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique pour l'évaluation annuelle de la gouvernance politique et sécuritaire des États membres. 2. L'institution d'une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et de la démarcation des frontières. Depuis ce jour, 11 juillet 2016, des épreuves écrites du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national avec plus de 44 000 candidats. À Niamey, c'est le centre du lycée Issa Korombe qui a servi de cadre ce matin au lancement officiel par le ministre des Enseignements secondaires. Le point avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Les jurys 9, 10, 11 et 12 ont abrité la cérémonie officielle de lancement du baccalauréat au niveau de la capitale, une région comptant un peu plus de 18 000 candidats qui entament ainsi, après l'ouverture de l'enveloppe scellée, l'épreuve écrite du français. Le ministre de l'Enseignement supérieur se trouve actuellement à Agadez pour le lancement officiel de toutes les épreuves du bac. Le ministre de l'enseignement professionnel se trouve à Maradi pour l'aspect professionnel du bac. Et moi, monsieur le ministre des enseignements secondaires, je suis resté à Niamey pour lancer les épreuves du bac enseignement général. Les filles représentent à peu près 44% de l'effectif des candidats. C'est une progression
est proportionnel à la progression nationale qui est à peu près de 15% du nombre d'effectifs par rapport à l'année 2015. Nous sommes venus lancer les épreuves, mais nous sommes surtout venus encourager nos enfants. Ce sont 46 centres qui accueillent l'ensemble des candidats de Niamey auxquels le ministre en charge de l'enseignement secondaire n'a pas manqué de prodiguer des conseils pour un bon déroulement de l'examen. Que chacun ne compte que sur lui-même et qu'ils évitent les tricheries, qu'ils évitent toute forme de fraude pour que le bac soit un diplôme crédible. Nous espérons que cela va se faire à l'image du BPC, parce que notre objectif dans ce pays, c'est que les examens soient désormais propres. C'est que les concours aussi soient désormais propres, pour donner la même chance à tous les Nigériens, où qu'ils se trouvent, de quelque situation sociale qu'ils soient, il faut qu'ils aient les mêmes chances. Et nous sommes en train d'œuvrer pour ça. Inch'Allah, nous pensons que les bacs vont se passer dans les meilleures conditions et nous souhaitons bonne chance à nos enfants. Notons qu'ils sont au total plus de 44 000 candidats sur l'ensemble du pays à se présenter aux 3 baccalauréats, à savoir celui de l'enseignement général, le bac technique et celui de l'enseignement professionnel. Bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. Le Conseil supérieur de la communication CSC a publié ce lundi la liste des organes bénéficiaires du fonds d'aide à la presse de l'année 2015. C'est une enveloppe de 250 millions de francs CFA qui a été distribuée aux 41 organes de presse écrite et audiovisuelle du Niger. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Ils sont au total 41 organes de presse écrite et audiovisuelle du Niger à bénéficier du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2015. 41 dossiers dont 9 radios, 21 journaux et 11 télévisions examinés par le groupe de travail mis à cet effet par le Conseil supérieur de la communication, CSC. Du point de vue de la méthodologie de notre travail au niveau du groupe de travail, pour examiner les 41 dossiers que nous avons reçus, nous les avons d'abord sériés en fonction des différentes catégories que je viens de décliner. Donc presse écrite, radio et télévision. Et pour les examiner, nous avons passé en revue tous ces dossiers que nous avons reçus sur la base des grilles et des critères d'éligibilité au fonds d'aide à la presse qui sont énumérés aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la délibération numéro 4 du CSC du 31 décembre 2015. Alors, quels ont été les barèmes de notation ? C'est ici même en plénière que le CSC a souverainement décidé d'appliquer les barèmes de notation. Donc le groupe de travail n'a fait qu'appliquer les barèmes de notation pris souverainement par la plénière. Après avoir examiné minutieusement les dossiers, le Conseil supérieur de la communication a procédé ainsi à la délibération. Les 250 millions là, nous les avons répartis au niveau des 3 catégories presse écrite, radio et télévision. Au niveau de la presse écrite, donc, nous avons affecté un montant de 45 millions. Au niveau du quotidien, je vous avais dit que le premier c'était l'enquêteur qui avait la note de 18,6. Il se retrouve avec la somme de 5 millions de francs CFA. Au niveau des bi-hebdomadaires, l'événement qui est le premier avec 19,50 se retrouve avec la somme de 4 millions de francs CFA. Maintenant, au niveau des hebdomadaires, cette catégorie, on lui a affecté 31 500 000 francs CFA. Donc, pour cette catégorie, et le premier, Le Monde d'aujourd'hui, se retrouve avec un montant de 3 175 320 francs CFA. Au niveau des radios, nous avons mis 65 millions dans la catégorie des radios. Et le calcul a donné les montants individuels par radio suivants. 1. Dalol FM se retrouve avec 8 621 135 francs CFA.
2. Nia FM se retrouve avec 8 370 695 francs CFA. Pour la catégorie de télévision, nous avons affecté un montant de 140 millions de francs CFA, donc aux 11 télévisions ayant compétit. Et voilà ce que chacune des télévisions a pu recevoir en fonction des notations reçues. 1. Ténéré TV se retrouve avec 16 527 650 francs CFA. 2. Niger 24 TV se retrouve avec 15 094 225 francs CFA. 3. Gaskia TV se retrouve avec le montant de 13 339 510 francs CFA. 4. Liptako TV se retrouve avec le montant de 13 178 870 francs CFA. 5. Tambala TV se retrouve avec un montant de 13 067 655 francs CFA. 6. Canal 3 TV se retrouve avec le montant de 12 511 585 francs CFA. 7. Bonferré TV se retrouve avec le montant de 12 011 120 francs CFA. 8. Labari TV se retrouve avec la somme de 11 807 230 francs CFA. Pour l'année 2015, c'est une enveloppe de 250 millions de francs CFA qui a été allouée par l'État aux organes de presse privés. Une subvention pour appuyer les bénéficiaires dans leur mission d'informer, d'éduquer, de sensibiliser et de distraire le public. Le vice-président du Conseil supérieur de la communication CSC a procédé ce lundi à la mise en place du groupe de travail qui va examiner plusieurs demandes de création et régularisation de radios qui ont été déposées sur le bureau de l'instance de régulation des médias. Ce groupe de travail aura 10 jours pour boucler sa mission. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Ce groupe de travail du Conseil supérieur de la communication CSC a pour principale mission d'examiner 27 dossiers de radio, à savoir 16 demandes de création, 10 pour la régularisation et un dossier de demande de changement de promoteur. Ce groupe de travail va examiner tous ces dossiers suivant 4 attributions. Il s'agit essentiellement de radios communautaires et privées nigériennes, ainsi que des relais de radios internationales dont 6 demandes fréquentes de RFI en FM au Niger, au titre de régularisation, à savoir Niamey, Maradi, Zander, Tawa, Agadez et Difa. Le groupe de travail a 4 attributions bien précises qui sont: premièrement, étudier les dossiers des requérants, donc les 27 dossiers. Deuxièmement, s'assurer de la conformité des dossiers. Troisièmement, donner un avis motivé sur chaque dossier à l'intention du Conseil. 3. Donner un avis motivé sur chaque dossier à l'intention du Conseil. Et enfin, veiller à la conformité aux normes techniques. Les membres de ce comité ont en tout et pour tout 10 jours pour statuer sur ces 27 dossiers avant de déposer un rapport qui sera apprécié par la prochaine plénière du Conseil supérieur de la communication. Niamey abrite à partir de demain, mardi 12 juillet 2016, la première réunion de haut niveau sur le financement du barrage de Kandaji. Cette réunion, qui regroupe l'ensemble des partenaires du Niger dans ce dossier, sera présidée par son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement. À la veille de cette importante réunion pour notre pays, Brigitte Raffini lance un appel à l'endroit de la population du Niger en général et celle de Tillabéri en particulier. On l'écoute. C'est un appel solennel, c'est la volonté du président de la République, c'est la volonté du gouvernement. Nous allons bientôt nous asseoir avec nos partenaires financiers qui ont accepté déjà le principe de financer Kandaji. Mais il y a des préalables. Il faut que nous-mêmes nous puissions nous organiser pour que cette question de réinstallation des populations ne soit plus un problème. Que les populations elles-mêmes s'engagent, comme nous l'avons fait à leur nom, d'accepter de se déplacer et d'accepter les conditions que nous croyons meilleures de leur réinstallation. Et elles seront prises en charge, elles auront les compensations en ce qui concerne la perte de production,
Elles auront également la compensation en termes de terres qui seront aménagées où elles pourront s'adonner à leurs activités traditionnelles d'irrigation, notamment de production agricole. Donc voilà l'appel que je voudrais aujourd'hui lancer aux populations de Tillabéri et aux Nigériens d'une manière générale. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations du passage de notre pays en janvier dernier au deuxième cycle de l'examen périodique universel EPU Niger 2016, un atelier national de dialogue a été organisé ce lundi à l'intention des journalistes. C'est une initiative du ministère de la Justice et de la CNDH avec l'appui de l'UPR Info de Genève et l'Union européenne. Le compte-rendu de Michel Deji et Soumaïla Abdoulaye. L'atelier vise à préparer les professionnels des médias publics et privés en vue de leur implication effective dans le processus de concrétisation des 167 recommandations acceptées par le Niger et qui doivent être mises en œuvre pendant la période allant de 2016 à 2021. Le 23 juin passé, le gouvernement est retourné avec la Commission nationale des droits humains et la société civile pour justement suivre la validation de ces recommandations. Maintenant, c'est la question de la mise en œuvre qui va se poser. Vous avez un rôle important à jouer parce que vous êtes, comme l'a dit Jean-Claude, le quatrième pouvoir. Vous êtes la voix des sans-voix. Une rencontre de renforcement de capacité qui a déjà en amont été sollicitée par la maison de la presse au vu de son importance. Et heureusement, les responsables de la commission nous ont bien écoutés et aujourd'hui c'est la concrétisation de cette promesse-là avec l'organisation de cet atelier-là sur le pays. Et à la suite de ces travaux-là, on peut dire que les journalistes ont été édifiés sur la question. C'est un processus qui demande la participation de tout un chacun et que les journalistes ont un très grand rôle à jouer. Car on ne peut pas parler des questions des droits de l'homme, on ne peut pas demander de promouvoir certaines valeurs universelles sans pour autant prendre en compte l'importance de ce que les médias peuvent faire, de ce que les journalistes peuvent faire, contribution peuvent apporter dans ce processus-là. Le rôle des journalistes ne saurait être sous-estimé. Les journalistes sont les seuls qui peuvent aller dans les régions lointaines du Niger pour dire à monsieur et madame tout le monde, vous avez des droits. Ils ont été discutés à Genève et aujourd'hui, le gouvernement doit respecter vos droits. Donc c'est avec votre aide, c'est avec votre concours en tant que journaliste que ces recommandations, donc ces suggestions qui ont été faites par plus de 80 pays de la planète au Niger vont pouvoir être mises en œuvre. Un atelier à l'issue duquel les participants se sont engagés à s'impliquer pleinement en faveur d'une meilleure prise en compte de ces revendications à travers les différentes productions dans leurs rédactions respectives. Ouverture ce matin au siège d'EPAD en Niger d'un atelier national d'élaboration d'un plan de suivi des recommandations de l'examen périodique universel 2016. Une rencontre qui durera 2 jours sous le parrainage du président de la Commission nationale des droits humains CNDH. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Nasser Seydou. Il s'agira à travers cette rencontre initiée par le CONUD Niger de renforcer les capacités des participants sur les thèmes relatifs aux recommandations de l'examen périodique universel, notamment sur les droits de l'enfant. À l'entame de cette réunion, les participants ont été édifiés sur le rôle que doit jouer le CONUD Niger dans l'élaboration du dit document. Le premier rôle qui nous est dévolu, c'est d'abord d'être informés des recommandations qui sont formulées à l'État du Niger sur notre thématique qui concerne surtout l'enfance. Deuxième niveau, c'est que nous avons également ce devoir-là ou cette responsabilité de participer aux côtés de l'État du Niger dans la mise en œuvre de ces recommandations, soit à travers des activités de sensibilisation, soit à travers des activités de plaidoyer ou à travers en tout cas des activités de mise en œuvre directe. Mais un troisième niveau qui me paraît peut-être le plus important, c'est celui de rendre comptable l'État du Niger qui, de manière souveraine, a accepté ces recommandations de ses pairs. Et à ce niveau-là, c'est là où nous sommes dans notre rôle régalien de contrôle de l'action citoyenne, mais également de plaidoyer.
À la représentante du CNDH de réitérer leur entière disponibilité à accompagner le CONUD du Niger dans cette noble mission. Le Niger, qui a librement souscrit à de nombreux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains, a été soumis à cet exercice appelé examen périodique universel au cours du mois de janvier 2016 à Genève. À l'issue de cette évaluation par les pairs, c'est-à-dire entre pays membres, 168 recommandations ont été adressées à l'État du Niger sur diverses questions touchant les droits humains. Plusieurs de ces recommandations ont trait aux droits de l'enfant. Et le Niger, qui a accepté la quasi-totalité de ces recommandations, est tenu de ce fait de prendre les mesures idoines pour parer aux insuffisances relevées. Vous conviendrez avec moi que le présent atelier trouve toute sa pertinence car il vous permettra d'être non seulement édifié sur les PU, mais aussi de prendre connaissance des recommandations faites à l'endroit du Niger, afin d'assurer un suivi de leur mise en œuvre. J'exhorte donc les participants à prêter une oreille attentive aux différents exposés qui seront présentés et à s'approprier ces recommandations. La CNDH attache un intérêt particulier aux conclusions de cette rencontre, notamment les activités de suivi qui seront planifiées. Et nous comptons bien entendu sur l'engagement de tous et de chacun pour veiller à l'effectivité de la mise en œuvre de ces recommandations, particulièrement celles qui concernent les droits de l'enfant. Une pensée spéciale et une minute de silence a été observée aux enfants de la région de Difa qui vivent dans une situation sécuritaire et humanitaire précaire due à des attaques de la nébuleuse Boko Haram. Autre aspect de ce journal, la point de presse conjoint à Soussou SA, syndicat de contractuels ce matin. Ceci pour éclairer l'opinion nationale sur le différend qui existe entre les deux parties. Un problème qui connaît un début de solution. Le résumé avec la télévision Labari. L'institution financière Asusu SA, à laquelle plus de 20 000 contracteurs de l'éducation ont domicilié leurs salaires, continue de préfinancer ces salaires malgré les arriérés que comptent les contractuels. En effet, Asusu SA a décidé de ne pas préfinancer le salaire du mois de juin pour cause les 2,5 milliards francs qui ont été préfinancés pour les 2 mois passés n'ont pas été payés par l'État. Les contractuels constituent aujourd'hui un client sur 30 de la société Asusu SA. Nous avons commencé avec quelques centaines de personnes et nous sommes aujourd'hui à plus de 20 000 contractuels auxquels nous offrons ces services. Vous pouvez imaginer la masse d'argent que cela suppose pour pouvoir satisfaire un préfinancement. Je dis bien préfinancement parce qu'il s'agit d'un financement volontaire après que Asusu et un certain nombre de syndicats ont conclu des accords en 2013 et 2014 pour que Asusu puisse avancer une somme équivalente à leur pécule en attendant que les virements soient effectifs et en attendant que ces virements soient prépositionnés dans les comptes de ces personnes-là. Nous remettons mensuellement aux contractuels. Vous pouvez imaginer que c'est de l'ordre moyen de 2 milliards à 2,5 milliards par mois. Vous imaginez la somme de risques auxquels ça expose Asusu. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons engagé des discussions avec les syndicats pour voir quelles sont les mesures les plus appropriées. Je pense qu'on a trouvé une solution ponctuelle pour le problème ponctuel qui se pose et sur les questions qui sont fondamentales et structurelles. Nous pensons que d'ici un court moment, nous allons trouver des solutions définitives et qui satisfassent toutes les parties. Donc faire en sorte que les contractuels puissent disposer des ressources de Asusu, donc de crédit à Asusu, de financement de Asusu. C'est cela qui a engendré le mécontentement de ces contractuels qui ont voulu faire un mouvement d'humeur ce matin, ce qui a conduit les responsables de Asusu SA et le syndicat des contractuels à discuter. Cette discussion a porté ses fruits car un compromis a été trouvé. Dieu merci, aujourd'hui nous nous sommes retrouvés et Asusu devant nous a pris l'engagement que le préfinancement ne souffrira d'aucune ambiguïté pour les prochains mois à venir. Le problème ponctuel pour lequel nous nous sommes retrouvés ce matin est actuellement en train d'être réglé parce que les camarades sont actuellement au guichet
en train de toucher leur pécule. L'institution financière Asusu SA, qui a pour vocation à faire du social, salue ses partenaires pour les solutions trouvées à la grande satisfaction des deux parties. Les services des municipalités de Niamey sont paralysés depuis ce lundi et ce jusqu'au vendredi. En effet, les syndicats de ce secteur réunis autour d'un collectif observent une grève de 5 jours pour, entre autres, exiger le paiement du salaire de juin. Le constat avec Asma Ousseidou et Halidou Bourema. Bureau fermé, absence quasi totale des agents. Tel est le constat qui se dégage tôt ce lundi au niveau de la mairie du 2e arrondissement communal de Niamey. En cause, une grève de 5 jours est observée par les agents à l'appel du Sakoten. Un mouvement dont l'un des responsables du dit syndicat nous explique les raisons. Aujourd'hui, on est le 11. Jusqu'à présent, on n'a pas reçu nos salaires. Comme le terme magique qu'on parle au Niger, c'est le 8, le terme magique. Et jusqu'à présent, on n'a pas reçu nos salaires. C'est par rapport à ça qu'on a déposé notre préavis de grève. Et il y a d'autres doléances aussi qu'on a demandées. Les doléances, ça, on n'en manque pas, il y en a beaucoup. Cette grève, qui n'est pas la première dans ce secteur depuis le début de l'année, est observée dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey avec au programme une marche le 14 juillet prochain. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.